Je pense que le combat pour l'égalité femmes-hommes m'a jamais quitté. En réalité, il était déjà présent en moi avant d'être ministre des droits des femmes et il m'a suivi évidemment quand je suis devenue ministre de l'Éducation. J'ai plein de souvenirs sur le sujet, et notamment le fait d'être arrivée comme nouvelle ministre de l'Éducation et d'avoir dit à mon équipe proche, il va de soi que dans toutes les nominations que je serais amenée à faire, de directeur, de service, de recteur, je veux atteindre la parité. Donc c'est aussi parce que j'avais cet engagement-là, et que d'ailleurs j'ai réussi à le faire à la fin, donc c'était quand même pas du tout évident, que je suis arrivée avec ces objectifs. Et puis après le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, quand à partir de 2017 j'ai rejoint le secteur privé, je suis arrivée dans une grande entreprise en charge notamment de faire des études, des enquêtes d'opinion pour mieux comprendre à l'échelle du monde ce qui se passait et ce qui allait nous tomber dessus. Eh bien, très souvent, les enquêtes en question, je les ai faites tourner autour de justement des enjeux du féminisme, de l'égalité femmes-hommes, de la perception des femmes par l'opinion publique, ce qui m'a permis d'ailleurs d'enrichir, y compris ma propre connaissance de ce qui se passait dans l'opinion publique. Après MeToo, on aurait pu s'attendre à ce que, par exemple, le regard porté sur les femmes ait positivement changé, dans le sens où on leur reconnaîtrait davantage le droit de dire non, la possibilité de dire non, etc. Ma grande surprise, à l'aune de ces enquêtes, a été de découvrir que pas du tout, en fait. Mais après MeToo, compte tenu des débats pourris qui ont quand même eu lieu très souvent sur les plateaux télé, avec des gens qui vous disent oui, mais ça devient de la délation, etc. Eh bien, à la fin, dans l'opinion publique, qu'est-ce qu'il reste ? Eh bien, plus souvent que par le passé, les gens vous répondent ouais, mais quand une femme dit non, ça ne veut pas forcément dire non. Et puis, oui, si elle portait une mini-jupe, bon, elle a une part de responsabilité. Donc, vous voyez, avoir conduit des enquêtes d'opinion sur ce sujet m'a aidé, je crois, à fouiller les tréfonds aussi des perceptions davantage que par le passé. Je suis au regret de devoir dire non. C'est-à-dire qu'il y a eu du positif. Voilà, je suis la première à soutenir évidemment ce mouvement MeToo. Le positif, c'est que de plus en plus de femmes se sont senties autorisées à dénoncer. Ça, c'est bien. C'est la prise de parole qui a été très positive. Et puis il y a eu du positif évidemment sur les jeunes générations. On voit bien que le féminisme et le combat féministe, l'activisme féministe est beaucoup plus installé aujourd'hui dans les jeunes générations qu'il ne l'était même en 2012 quand j'ai pris mes fonctions de ministre des droits des femmes. C'est impressionnant la différence. Mais là où il n'y a pas eu de positif, c'est que, encore une fois, les débats publics autour de MeToo ont été très brouillés et donc n'ont pas permis à une opinion publique générale de se former, d'être plus attentive sur ces sujets-là. Malheureusement, en fait, je pense qu'à bien des égards, même la situation s'est plutôt dégradée. En fait, il faut dépassionner les choses. C'est-à-dire qu'on a, comme toujours, hein, on a besoin à la fois d'un temps d'activisme, de combat passionnel et passionné, où on crie très fort sur ces sujets-là et on l'a fait à raison. Mais maintenant, on a besoin finalement d'objectiver les choses. Ça ne doit pas toujours être de la responsabilité des victimes de harcèlement sexuel, etc., que de dénoncer encore aujourd'hui les choses. C'est bon, elles ont parlé, disons-nous collectivement qu'on les a entendues, et faisons en sorte que de la recherche soit produite, des données soient produites, du journalisme soit fait pour couvrir de façon juste et fidèle à la réalité ces phénomènes-là, pour que l'opinion publique, loin de la passion qui crée toujours du trouble, parce que dès que vous avez de la passion, vous avez des détracteurs en face qui vont essayer de dire le contraire, de façon plus calme et dépassionnée, l'opinion publique comprenne ce qui est en jeu et donc s'approprie, elle aussi, les chiffres, les données, les faits sociaux. De manière générale, moi, l'expérience que j'ai faite comme ministre des droits des femmes, c'est que chaque fois qu'il était question finalement d'adopter des correctifs à la marge de cette situation d'inégalité, d'améliorer des dispositifs légaux existants, etc., ça allait grosso modo, il y avait une espèce de consensus mou autour de ces sujets. Chaque fois qu'il était question de s'attaquer au dur de l'affaire, c'est-à-dire en effet à l'aspect culturel, parce qu'au fond, on est quand même dans un pays, je le disais souvent quand j'étais ministre des droits des femmes, où on a la chance d'avoir déjà vécu 2 générations de combats pour les droits des femmes. La première génération consistant à
effacer de nos textes légaux tous les aspects discriminatoires envers les femmes. La deuxième génération, ça a été celle des années 70 et des combats, notamment le fait d'accorder aux femmes des droits spécifiques liés à leur singularité de femmes, mais qui leur permettent justement d'être vraiment à égalité avec les hommes en termes d'aspiration. Et puis il restait une troisième génération qui reste à faire encore aujourd'hui, qui reste à atteindre aujourd'hui de combat pour les droits des femmes, c'est celle qui remet en cause tout ce qui est à la racine de la création des inégalités, c'est-à-dire les stéréotypes dans lesquels on cantonne les sexes, c'est-à-dire les organisations sociales entre hommes et femmes qui font que de toute façon il y a un moment où les femmes butent sur un mur qui peut s'appeler plafond de verre, qui peut s'appeler non-mixité des métiers, qui peut s'appeler absence de parité politique, qui peut s'appeler absence d'accès aux médias, enfin bref. Donc ces murs-là sur lesquels butent les femmes, pour les faire exploser, il faut bien faire exploser les stéréotypes à la base, d'une certaine façon. Alors que, en tant que responsable politique, une fois convaincu de ce sujet, vous cherchez à faire exploser ces stéréotypes-là, à les déconstruire, là, vous avez quand même des résistances beaucoup plus fortes en face de vous, parce que ça touche à l'intime, c'est évident, à la fois à l'intime et à un mode d'organisation sociale et sociétale qui sert les uns, puisqu'elle dessert les autres. Si elle dessert les femmes, c'est bien qu'elle sert quelqu'un, elle sert les hommes en l'occurrence. Donc, je ne mets d'ailleurs pas tous les hommes dans le même sac, mais enfin, il est clair qu'il y a des gens qui tirent parti, tirent profit de cette organisation sociale inégalitaire. Et donc, oui, c'est sur les combats culturels que ça a été le plus dur. Des exemples, bien sûr, les ABCD de l'égalité. Est-il besoin d'y revenir? Ce qui a été le plus compliqué dans ce combat-là, c'est... maintenant, on est habitué au monde des fake news, etc. Mais à l'époque, c'était encore un peu neuf, un peu nouveau. Et j'ai clairement été, à mon avis, l'une des premières victimes avérées de ce nouveau monde de la désinformation. Et c'est vrai que les SMS envoyés à des parents, notamment dans les quartiers populaires, pour les convaincre de ce que, sous le beau nom d'ABCD de l'égalité, en fait, on apprenait à leurs enfants de 4 ans qu'ils pouvaient tout à fait changer de sexe et changer d'orientation sexuelle. Donc, les journées de retrait de l'école, enfin, toute cette machination qui s'est déroulée au fond pour amoindrir, atteindre un combat sain et beau pour l'apprentissage de l'égalité entre filles et garçons, pour qu'elles ne se fixent pas de limites, qu'elles n'imaginent pas que des métiers sont réservés pour les uns, et pareil pour eux d'ailleurs, que ça puisse les intéresser un jour de devenir père et de s'occuper de leur enfant, etc. C'est un beau combat qui a été quand même très malmené. Sachant qu'à l'époque, il n'a pas été malmené uniquement parce qu'il y a eu ces fous des journées de retrait de l'école, enfin c'est les organisateurs de ça, Alain Soral et d'autres, Farida Belgoul. Il a été très malmené aussi parce que des responsables politiques, ou plutôt des irresponsables politiques, et je me souviens quand même d'un certain nombre de gens à droite en particulier, je ne parle même pas du Front National, se sont engouffrés dedans en y voyant l'occasion de taper sur le gouvernement, mais du coup en adoptant la rhétorique de ces espèces d'intégristes anti-égalité. Et vous vous souvenez, je n'ai pas besoin de reciter son nom, mais d'un responsable politique de droite allant à la télévision et ciblant des livres de littérature jeunesse pour dire c'est scandaleux qu'on mélange ainsi les rôles des filles, des garçons, des hommes, des femmes, et appelant quasiment finalement à brûler des livres. Enfin, mais vraiment, c'était une période affreuse. Donc il y a eu cet épisode des ABCD de l'égalité. Et pour faire court sur le sujet, c'est d'ailleurs terrible parce que je vous avoue que quand on a eu cette tragédie horrible de Samuel Paty récemment en octobre, j'y ai repensé. J'ai repensé à ce moment des ABCD de l'égalité parce que je me souviens que ce qui a été pour moi un déclic et ce qui a déclenché en quelque sorte le fait de dire bon allez, maintenant il faut qu'on apaise les esprits, quitte à donner l'impression de reculer. Il faut qu'on apaise les esprits. Ce qui a déclenché ça chez moi, c'est le moment où une enseignante de Jouer les Tours s'est retrouvée mise en cause sur Internet, menacée, parce qu'elle appliquait les ABCD de l'égalité. Et en fait, c'est exactement ce qui est arrivé à Samuel Paty. Je ne dis pas qu'elle aurait fini de la même façon, mais je peux vous dire qu'elle était dans un état d'anxiété, de stress, de peur pour elle-même, et que je ne pouvais pas ne pas partager ça. Et dès lors que Farida Belgoul et tous les organisateurs des journées de retrait de l'école n'avait plus aucune limite, avait tout franchi, faisait des vidéos donnant son adresse, etc.
me suis dit, ben, on ne peut pas continuer comme ça. Donc il faut dépassionner. Donc c'est pour ça qu'on a dit, ben, avec Benoît Hamon, qui était ministre de l'Éducation à l'époque, on a dit, écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va conserver le principe des formations à l'égalité filles-garçons accordées, enfin données aux enseignants dans leur formation initiale et continue. On va continuer à créer des outils, mais on n'aura plus le label ABCD de l'égalité parce que les gens sont devenus fous et ils y accolent des choses qui n'y sont pas. Et c'est une bonne illustration de, au fond, concrètement l'exercice des responsabilités. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous pouvez avoir les idées, vous pouvez avoir la volonté. Si vous faites face à une société soit qui n'est pas prête, soit à des éléments perturbateurs qui réussissent à l'emporter parce qu'ils sont très forts à un moment donné, que certains ne jouent pas le jeu qu'ils devraient jouer, et bien vous en arrivez finalement à ce type de situation. Je disais que depuis 2017, j'avais passé ces 2 ans à m'occuper d'enquête d'opinion et ensuite j'ai rejoint, parce que j'avais envie de renouer avec l'engagement, les causes qui me tiennent à cœur, donc j'ai rejoint une ONG dont j'avais fait la connaissance entre-temps, qui est une ONG qui s'appelle ONE, qui est une ONG de solidarité internationale et dont je dirige maintenant les équipes en France et qui est une ONG en fait dont le cœur d'action est de faire reculer l'extrême pauvreté et les maladies évitables dans le monde. Ce qu'on appelle les maladies évitables, c'est toutes ces maladies, tuberculose, paludisme, sida, Covid-19, qui connaissent des traitements, qui ont des traitements, mais dont les traitements n'arrivent pas vers les populations des pays les plus pauvres. Et donc nous, en fait, on fait en sorte que soient financés des canaux qui font arriver ces traitements là-bas. Donc pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que c'est vrai que mon regard finalement depuis 2017 est assez global. Dans le secteur privé comme à la tête de cette ONG, c'est le champ de vision est plus monde que simplement France. Et ce champ de vision me permet vraiment de prendre conscience à la fois des inégalités crasses entre pays, etc. C'est une évidence, mais aussi en même temps d'un certain nombre de mécanismes à l'œuvre qui, eux, pour le coup, sont communs quasiment à tous les pays. Et dès qu'on parle d'égalité femmes-hommes, ce que je trouve toujours très intéressant, c'est justement d'avoir ce champ de vision un peu large, parce que des mécanismes communs sont à l'œuvre, mais dans nos pays riches sont brouillés, un peu invisibles, parce que moins graves qu'ailleurs, on va dire. Et en fait, il suffit de se décentrer, de regarder en Afrique subsaharienne pour voir ces mécanismes beaucoup plus clairement, mais du coup, en fait, d'en tirer des conséquences et une lecture, y compris pour ce qui se passe chez nous. La crise du Covid-19, typiquement, comme le disait Simone de Beauvoir, il suffira qu'éclate une crise pour que les droits des femmes soient remis en question, c'est l'illustration de ça. Dès lors qu'éclate cette crise et les décisions politiques qui s'en suivent, notamment de confinement et de quasi-arrêt de l'activité économique avec toutes les conséquences qu'on sait, qui sont les premières victimes? Ce sont les femmes. C'est beaucoup plus facile de le lire, ce constat-là, ce diagnostic, en Afrique subsaharienne, où mes fonctions d'ONG m'amènent souvent, parce que, oui, en Afrique subsaharienne, c'est clair, les femmes soit ne travaillent pas, soit sont dans l'activité informelle. Donc évidemment, quand on arrête l'activité économique, elles n'ont aucune ressource. Hop, elles arrêtent de se nourrir, c'est elles qui prennent soin des plus vulnérables dans la famille. Quand ces derniers tombent malades, en plus, elles sont montrées du doigt pour n'avoir pas su garder la maison pure. Vous voyez, les violences explosent à un point inimaginable et c'est pas seulement les violences faites aux femmes au sens où on l'entend conjugales, intrafamiliales, mais c'est aussi les violences culturelles, excision en hausse, mariage forcé en hausse, grossesse précoce, non désirée en hausse, etc. Donc, en fait, à l'échelle des pays les plus pauvres, on arrive immédiatement à voir, oulala, mais il y a un problème immense. Mais en fait, il ne faut pas se leurrer. Ça ne veut pas dire que dans les pays les plus riches, la situation est rose, quoi. Et en réalité, ce qui s'est passé pendant cette crise, et c'est ce qui nous a poussé avec Sandra Logier à vouloir en faire un petit livre dans la collection Tract chez Gallimard, qui s'appelle La société des vulnérables, leçon féministe d'une crise, c'est qu'en fait, dans les pays riches aussi, les premières à avoir vu leur situation se dégrader, ce sont les femmes. Regardez, en termes de perte d'emploi, de chômage, etc., les femmes ont 2 fois plus de risques d'avoir perdu leur emploi depuis le déclenchement de la crise. Il y avait une étude aux États-Unis qui date de septembre dernier qui montrait que depuis le déclenchement de la crise, il y avait plus de 800 000 femmes
qui étaient tombées au chômage contre 200 000 hommes. Et en France, honnêtement, c'est pareil. Et même quand elles ne sont pas tombées au chômage, quand elles n'ont pas dû quitter leur emploi, etc., on voit bien à quel point ramener à leur maison, à leur intimité, à leur foyer, toute la charge domestique rebasculant sur leurs épaules. Pour l'essentiel d'entre elles, c'est 4 heures par jour de travail domestique supplémentaire, tout en étant en télétravail, etc. C'est une souffrance. En termes, y compris de santé psychologique, les femmes ont beaucoup plus souffert. Et même en termes de carrière professionnelle, pour celles qui sont cadres, l'INED le dit, hein, il y a une différence fondamentale entre être femme ou être homme, cadre en télétravail. Eh bien, beaucoup d'entre elles racontent à quel point, finalement, elles ont semblé moins investies dans leur entreprise, parce qu'évidemment, elles étaient toujours tiraillées entre les obligations familiales et l'entreprise. Voilà. Donc, si vous voulez, le constat avec Sandra, c'est ah oui, mais en fait, oui, dans nos pays aussi, la situation des femmes s'est considérablement dégradée. D'ailleurs, côté violence aussi, hein, plus 30% des appels sur le sujet ou des plaintes. Et en même temps, là où c'était encore plus choquant que dans n'importe quelle autre crise, où de toute façon cette situation se serait aussi dégradée, c'est que cette crise-là aurait dû être la crise qui révélait les femmes. Cette crise-là aurait dû être la crise qui mettait en valeur les femmes et dont on tirait comme conclusion évidente, oh là là, mais qu'est-ce qu'on devrait les écouter plus? Qu'est-ce qu'on devrait leur donner plus la responsabilité de décider de la gestion de cette crise? Pourquoi? Parce que, enfin, je veux dire, inconsciemment, on a tous perçu, dès le début du confinement, à quel point les gens les plus importants dans notre société, qui nous rendaient les services les plus indispensables, c'était ceux qui exerçaient des métiers dits du care, à 70%, 80% en fonction, exercés par des femmes. Le care, c'est-à-dire le soin, bien sûr les soignants, mais aussi l'attention aux autres, le fait de traiter les choses avec, non pas négligence, mais avec souci. Je ne sais pas comment le dire autrement, c'est bien pour ça qu'on utilise des anglicismes, parce que les mots français parfois sont peu adaptés, mais voilà. Donc finalement, ces métiers du care, ils ont été bien applaudis aux fenêtres à 20h le soir. On aurait pu s'attendre à ce que, du coup, dans les médias, ce soit eux qu'on entende, et donc elles qu'on entende. Dans l'expertise scientifique, dans les comités, on leur donne la parole. Dans les conseils dits de défense du gouvernement, on les voit. En fait, non, pas du tout. Elles n'ont jamais été aussi absentes de l'espace public, les femmes. Et donc, elles étaient éternelles petites mains, éternellement en troisième ligne. Et confortant finalement une vision de la société qui est absolument insupportable et qui pourrait être résumée avec ces mots de rhétorique guerrière, puisque le gouvernement a choisi d'emprunter une rhétorique guerrière très, très autoritariste, très magistrale, etc. Contrairement à des pays, on a beaucoup évoqué la Nouvelle-Zélande par exemple avec Jacinda Ardern, qui ont compris que dans ce genre de situation, ce qui marchait, c'était de responsabiliser les citoyens, c'était de faire avec eux, c'était d'être humble, c'était d'être dans la coopération, c'était d'être dans le soin, c'était de penser systématiquement aux plus vulnérables de notre société quand une crise arrive. Ce qu'on n'a pas fait en France. On a perdu un temps fou avant de se rendre compte que les files devant l'aide alimentaire s'allongeaient à ce point, que les étudiants, quand même, ils étaient vraiment pas en bonne posture, que les femmes étaient encore plus victimes de violences conjugales, etc. Enfin, je veux dire, tout ce temps perdu, ça dit quand même notre négligence en termes de gouvernance à l'égard de ces sujets de vulnérabilité. Et je pense que l'éthique du care, c'est justement ne pas être négligent à l'égard de la vulnérabilité, puisque la vulnérabilité devient centrale dans notre perception des choses. Moi, je pense qu'on aurait besoin d'un programme féministe, clairement. Pas par, pas par esprit partisan en faveur des femmes plutôt que des hommes, parce que c'est justement pas ça en fait. Et c'est l'erreur qui est souvent commise, c'est de croire que le féminisme ne s'adresse qu'aux femmes. En fait, le féminisme, pour moi, c'est une philosophie extrêmement vertueuse. C'est un peu ce qu'on essaye de dire dans le livre, en évoquant le livre de Carol Gilligan sur le sujet. Le féminisme est une philosophie extrêmement vertueuse parce qu'il a vocation, bien sûr, à réinstaurer de l'égalité là où elle n'existe pas, parce que le patriarcat, c'est précisément le contraire de l'égalité, mais il a surtout vocation, pour revenir à Carol Gilligan, à faire entendre les voix différentes. Son livre, Une voix différente.
à faire entendre des voix différentes, c'est-à-dire à remettre en cause qui porte le récit dans la société et donc qui dit ce qui doit être une priorité, ce qui est juste et qui n'est pas juste, bien ou mal, etc. En fait, le constat actuel, et c'est pour ça que l'inaudibilité et l'invisibilité des femmes pendant la crise nous a tellement choqués, c'est que en fait, qui dit le récit, les priorités, le bien, le mal, le juste, l'injuste? En fait, ça reste les hommes. Y compris dans les tribunes là, qui disaient le monde d'après, etc., c'était les hommes. Et donc, le féminisme, en fait, ça a vocation à mieux faire entendre la voix des femmes, mais en faisant ce travail-là, à mieux faire entendre la voix de tous ceux qui aujourd'hui sont oubliés du pouvoir, qui sont à la périphérie, pendant que d'autres se l'accaparent ce pouvoir. Et donc, moi, je pense qu'on a résolument besoin d'une gouvernance féministe, d'une économie féministe, en effet, qui reverrait les critères de calcul du PIB, parce que parce qu'il y a quand même des absurdités, je ne sais pas si vous l'avez en tête, mais justement à propos du tiers fantôme non pris en compte dans le PIB, est-ce que vous avez en tête que par contre les travaux de jardinage ou de bricolage, qui sont eux généralement plutôt exercés par des hommes, sont pris en compte dans le PIB? C'est quand même extraordinaire. Donc bon voilà, donc je dis pas que ça a été pensé à un moment donné, mais c'est quand même le type de réflexe. C'est un peu comme ce réflexe qui a conduit finalement le gouvernement au moment où il adopte ses plans de relance post-confinement et Covid à aider d'abord le secteur de l'automobile ou de l'aéronautique, comme le souligne très justement le Haut Conseil à l'égalité femmes-hommes, alors que les premiers secteurs à avoir été affectés pendant la crise, c'est quand même le secteur des commerces, des services, de l'hôtellerie, de la restauration, 65-70% féminin. C'est quand même extraordinaire. Donc c'est ce type de réflexe, en fait. C'est pour ça qu'il faut agir sur les stéréotypes et revêtir les lunettes du genre pour voir les choses. Non, je sais pas. Moi, en tout cas, si je devais conclure cet entretien, ce serait vraiment un appel à toutes les énergies, à toutes les bonnes volontés. On a parlé tout à l'heure des jeunes générations. Il n'y a pas que dans les jeunes générations. Je ressens profondément dans la société actuellement, malgré les difficultés, les brouillages et les travers que j'évoquais tout à l'heure en parlant d'opinion publique, je ressens néanmoins un activisme qui monte en matière d'égalité femmes-hommes, et c'est très bienvenu. Et je pense que l'appel que je ferai, c'est à transformer collectivement cet activisme militant en quelque chose qui potentiellement soit transformateur véritablement à l'échelle d'un pays. Et je pense que c'est possible. Je pense que il n'y a pas de raison de laisser les prochaines élections, quelles qu'elles soient, se dérouler comme elles se sont toujours déroulées, en finissant par, en effet, composer avec nos ambitions, les revoir à la baisse, etc. Il y a peut-être, je crois que le moment est peut-être venu de porter très résolument une politique féministe, une économie féministe, une gouvernance féministe, de l'expliquer. Et je pense que beaucoup de femmes se retrouveraient, et d'hommes aussi, se retrouveraient derrière cette idée. Et pourquoi d'hommes aussi? Parce que s'il y a une chose qui a aussi évolué positivement, j'en étais fait le constat quand j'étais ministre des droits des femmes, c'est que tout de même, il y a de plus en plus d'hommes qui ont pris conscience que ça les desservait considérablement aussi, ces stéréotypes dont on parle depuis tout à l'heure. Que finalement, à la fin de leur vie, quand ils se retournent sur ce qu'ils ont priorisé pour répondre aux standards qu'on leur a assénés toute leur vie d'homme, prioriser la carrière professionnelle à tout prix, prioriser la recherche du profit financier à tout prix, etc., au détriment de ce qu'ils ont raté, parce que les stéréotypes ne les imaginaient pas dedans, à savoir le temps passé avec leurs enfants, le bonheur quand même aussi d'avoir une vie personnelle, affective, familiale, épanouie, etc. Je pense que de plus en plus d'hommes n'acceptent plus ça. Donc, on est alliés sur cette histoire. On veut juste une société plus équilibrée. Donc je pense que c'est un message qui pourrait entraîner pas mal de gens et être en tout cas plus enthousiasmant que ce qu'on entend actuellement.